Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je vois que vous arrivez petit à petit et comme d'habitude d'un peu partout dans le monde. J'ai vu passer la France, l'Argentine, le Pérou, l'Ukraine, la Suisse, la Hongrie, la Bulgarie. Voilà, bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Donc, je suis Séverine Batter, responsable des formations au sein des éditions Maison des Langues. Et aujourd'hui, c'est un collègue, Monsieur Sébastien Devresse, qui va intervenir dans cette rencontre virtuelle FLE intitulée La pédagogie positive, l'esprit des éditions Maison des Langues. Cette rencontre virtuelle FLE fait partie du parcours pédagogique de cette année, co-organisé avec le CAVILAM et portant sur la pédagogie positive. Nous avons eu donc la première rencontre virtuelle qui a été animée le 23 avril dernier par Madame Marjolaine Pierret et qui a porté sur les clés de la pédagogie positive. Sachez que cette session a été enregistrée, elle est déjà disponible sur notre playlist YouTube. Je vous mettrai de toute façon le lien pendant la présentation à un moment donné. Voilà, Monsieur Devresse en parlera. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat. Sachez que le chat va être ouvert pendant cette session de toute façon. Donc, on pourra, parce que Monsieur Devresse va vous solliciter ponctuellement. Donc, nous avons eu la rencontre virtuelle d'ouverture du parcours la semaine dernière et qui est donc disponible en replay. Et aujourd'hui, donc, il s'agit de la rencontre virtuelle FLE, expliquant comment la pédagogie positive est appliquée ou est présente dans l'offre éditoriale des éditions Maison des Langues. Sachez qu'ensuite, nous allons ouvrir un parcours composé de 4 ateliers virtuels FLE. Donc, ces ateliers, la grande différence, c'est que ce sont des ateliers qui durent 2 heures, qui sont accompagnés de tâches à réaliser en amont de la formation et après la formation, et que ces ateliers donnent lieu à un certificat de 3 heures de formation émis par les éditions Maison des Langues. Ces ateliers sont aussi organisés en petits comités, puisque vous serez environ 50 participants à assister à ces ateliers virtuels FLE. Et il s'agit d'ateliers virtuels FLE payants. Chaque atelier virtuel a un coût d'inscription de 27,90 € et vous pouvez choisir de vous inscrire à un, 2, 3 ou aux 4 ateliers du parcours. Le premier atelier sera de nouveau animé par Marjolaine Pierret et nous allons ouvrir les inscriptions le 2 mai pour un atelier virtuel FLE qui aura lieu le 21 mai et qui portera sur la prise en compte et la gestion des émotions dans la classe. S'en suivront donc 3 autres ateliers le 18 juin, au mois de septembre et au mois d'octobre. De toute façon, Monsieur Devresse va aussi vous détailler cela pendant sa présentation. Et cette année, il est vrai, voilà, on est vraiment très heureux que l'ensemble de ces ateliers virtuels FLE soient animés par des formateurs de formateurs du CAVILAM. Et c'est vraiment une collaboration dont nous nous réjouissons énormément. Donc, pour revenir à cette session d'aujourd'hui, donc, elle a lieu sur Zoom, elle va durer 1 heure. Il y aura d'abord une première partie de présentation par Monsieur Devresse et ensuite un petit temps d'échange, de réponse aux questions que vous aurez pu nous poser pendant la présentation. Donc, voilà, sachez que le webinaire commence dans 1 minute, cette session est enregistrée, donc c'est-à-dire que le replay sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube dans une dizaine de jours. Donc, comme je vous l'expliquais, 50 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Le mieux, c'est que vous envoyiez vos questions via l'icône questions-réponses qui apparaît en bas de votre écran et vous pourrez utiliser le chat quand Monsieur Devresse vous sollicitera. Et voilà, bah écoutez, c'est bon pour les instructions techniques. Je crois que voilà, Sébastien, si tu veux qu'on fasse un petit essai micro seulement avant de Bonjour, commencer. bonjour, bonjour à toutes et à Voilà, tous. donc Vous moi je m'entendez t'entends bien? bien. Je suppose que tout le monde t'entend bien. Normalement, ça devrait marcher. Très Donc, je bien. vais lancer officiellement cette rencontre virtuelle FLE d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle FLE animée par Monsieur Sébastien Devresse et qui s'intitule La pédagogie positive, l'esprit des éditions Maison des Langues.
Vous allez découvrir pendant cette rencontre virtuelle FLE comment nous avons appliqué des principes de la pédagogie positive dans nos unités didactiques. Ces dernières incluent en effet des activités interactives et participatives adaptées aux divers styles d'apprentissage et au rythme individuel, favorisant ainsi une progression optimale. L'autonomie des apprenants y est aussi encouragée au travers d'activités d'auto-évaluation, les incitant à fixer leurs propres objectifs et à évaluer leur progrès de manière constructive. Et ce, quel que soit l'âge de vos apprenants. Donc aujourd'hui, c'est ce que va vous présenter mon collègue Sébastien Devresse. Donc Sébastien a obtenu un diplôme d'école de commerce suivi d'un master en communication à l'Université de Barcelone. Il a débuté sa carrière dans les départements marketing de grandes entreprises, basées notamment aux Pays-Bas, au Mexique ou encore en Espagne. En 2021, il a également obtenu un master 2 en francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle à l'Université de Bretagne Sud. Sébastien est passionné par l'interculturalité, la francophonie et la transmission de la langue française. Il est d'ailleurs devenu professeur de FLE et examinateur correcteur d'ELF-DALF à l'Institut français de Turquie à Istanbul. Et par la suite, il a rejoint les équipes de l'Alliance française et de l'Institut français d'Espagne à Madrid. En 2018, il intègre notre équipe en tant que délégué pédagogique et commercial, avec pour mission de proposer des solutions adaptées aux besoins des enseignants et d'animer des ateliers de réflexion en tant que formateur. Depuis 2023, il occupe le poste de responsable pédagogique pour le réseau culturel français, donc Alliance et Institut français dans le monde entier, au sein du département de FLE des éditions Maison des Langues. Donc Sébastien, je te laisse la parole et nous nous retrouvons en fin de session pour un petit temps d'échange. Voilà, bonne session, bonne rencontre virtuelle Flow et à tout à l'heure. Merci beaucoup Séverine et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour avoir cette réflexion autour de la pédagogie positive et comment les auteurs et les autrices des manuels des éditions Maison des Langues l'ont intégré finalement. L'esprit, la pédagogie positive comme esprit des éditions Maison des Langues, c'est justement, on va voir que dans la conception, on a vraiment intégré ces différents éléments pour améliorer l'apprentissage de nos apprenants et bien sûr, a fortiori, l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, pourquoi la pédagogie positive en classe de FLE? On va revoir et ou voir les 7 principes fondamentaux et on conclura par un cas pratique que je souhaite vous montrer. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi la pédagogie positive en classe de FLE? Alors, vous allez utiliser le chat. Je vais vous montrer des affirmations. Est-ce que vos étudiants ont-ils déjà dit ces affirmations? Alors, vous répondez par un V si c'est vrai ou par un X si vous n'avez jamais entendu ça. Alors, je vais juste mettre le chat pour que je puisse regarder les réponses en même temps. Une petite seconde. Voilà, je l'ai ici. Alors, première affirmation. Est-ce que vous avez déjà entendu vos apprenants dire le français, ce n'est pas logique? Alors, si vous avez déjà entendu dire ça, mettez un V. Si vous n'avez pas entendu dire ça, mettez juste un X de la part de vos apprenants, hein. Alors, je vois, oui, globalement, on a déjà entendu cette phrase-là. La deuxième, je comprends tout, mais je n'arrive pas à parler. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de phrase, hein? Là, c'est un peu plus varié. Ça, c'est assez varié, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà entendu cette phrase-là de la part des apprenants. J'ai peur de faire des fautes. Donc là, oui, hein, globalement, la majorité, enfin beaucoup, enfin certains apprenants, je dis pas tous les apprenants bien entendu, mais certains apprenants ont souvent exprimé leur peur de faire des fautes. Le français est la langue la plus difficile du monde. Ah, là, c'est un peu plus partagé. Tout dépend bien sûr quelle est la langue source ou quelles sont les autres langues, mais justement, on va regarder ça. Le français parlé n'est pas la même chose que dans les manuels. Là, pareil, hein, c'est un peu différent. On a les choses oui ou non, exactement. Et enfin, c'est trop difficile, donc j'arrête. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Ok. Donc là, ici, il y a une majorité non, mais il y a quand même quelques personnes qui ont répondu oui. Pourquoi tout ça? Bah, tout simplement, ce qu'on veut voir avec ça,
Je vais vous montrer une petite vidéo explicative et on va regarder quelle est la démarche en fait de cette vidéo qui est destinée généralement à des enfants. Dans la question, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jour une question. Donc la question est pourquoi la langue française est-elle plus difficile que les autres? On va juste regarder, après on analysera un petit peu cette vidéo, pourquoi, ce qu'elle nous dit finalement. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi la langue française est-elle plus difficile que les autres? Si le français est si difficile, c'est parce qu'il comporte beaucoup de fantaisie. Avec sa grammaire rigoureuse et son orthographe parfois originale, son apprentissage se révèle compliqué pour les enfants et les étrangers. Il ne manque pas de bizarreries, avec la distinction entre féminin et masculin, ou une prononciation qui ne correspond pas toujours à l'écriture. Cette complexité est liée à des origines multiples. Globalement issu du latin, le français possède aussi des mots hérités des Gaulois et des Francs, un peuple germanique. La langue évolue tout le temps, en s'enrichissant de mots étrangers. En connais-tu? Kiffer vient de l'arabe, par exemple. D'autres termes naissent de l'évolution de la société ou des nouveautés technologiques. Ce mélange fait du français une langue riche, très précise pour exprimer sa pensée. D'ailleurs, de nombreux écrivains dans le monde l'adoptent. Mais au fait, le français est-il vraiment plus difficile que les autres langues? En anglais, un même mot peut prendre un sens différent selon le contexte. Si tu veux écrire en chinois, il faut connaître des milliers d'idéogrammes. Et pour un Européen, il est presque impossible de produire les clics du Xhosa, une langue africaine. En apprenant d'autres langues, tu t'apercevras que le français n'est peut-être pas si difficile que ça. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme Que nous apprend cette vidéo finalement? Ouais, elle nous apprend une chose, c'est que bah, déjà donner une information qui est vérifiée et non pas seulement un ressenti. Souvent, on peut avoir le ressenti que la langue française est difficile, mais dans les faits, elle est peut-être un peu différente. Puis l'objectif, bien sûr, de cette vidéo, elle est destinée à des enfants et de rassurer. Rassurer pour pouvoir aussi donner confiance. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis l'objectif, c'est de motiver. Et là, en fait, on a donné les éléments principaux, on va dire, de la pédagogie positive. Donc, la pédagogie positive est une approche éducative centrée sur les émotions, le bien-être et la valorisation des compétences de l'apprenant. Elle va chercher à instaurer un climat de confiance et de motivation, surtout en s'appuyant à la fois sur les neurosciences, sur la psychologie positive et sur ce qu'on appelle des pédagogies actives. L'objectif, c'est d'encourager la réussite plutôt que de sanctionner les erreurs, de rendre l'apprenant acteur de son apprentissage tout en respectant son rythme et ses besoins. Alors, ce que nous dit Audrey Hakoun et Isabelle Payot, qui sont un peu les papesses, on va dire, de la pédagogie positive, elles nous disent que la pédagogie positive repose sur une posture bienveillante et à la fois aussi exigeante qui valorise les efforts et les progrès de l'apprenant. Alors, bien sûr, dans l'enseignement de FLE, quels sont les objectifs de cette pédagogie positive? Elle nous permet tout simplement de renforcer la motivation intrinsèque des apprenants, de réduire l'anxiété liée à l'erreur linguistique. Je fais référence aussi à tout ce qu'on a vu comme phrase ou qu'on aurait pu entendre de la part de certains apprenants, d'encourager la prise de parole en classe, de favoriser l'autonomie dans l'apprentissage. Bien entendu, je dirais la pédagogie positive, elle vise à l'ensemble des apprenants, mais pas seulement l'ensemble, les apprenants qui ont des facilités, qui sont spontanés, qui ont des facilités pour mémoriser, qui ont des facilités à l'oral ou à l'écriture, mais c'est surtout en fait visé pour faciliter justement un apprentissage pour ceux qui ont plus de difficultés et essayer justement d'atteindre les objectifs à des rythmes, enfin, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais à des rythmes différents. Donc justement, Christian Puren, lui, il met en valeur l'erreur et il dit que l'erreur est un indicateur de développement linguistique. C'est non pas une faute à punir, elle doit être accueillie comme un passage obligé de l'apprentissage. Donc c'est vrai que là, ici, et on le verra plus tard, que l'erreur, c'est vraiment quelque chose d'utile, hein, c'est un outil. Donc après avoir vu ici le pourquoi, quels sont les objectifs de la pédagogie positive, on va regarder en fait quels sont les principes fondamentaux de la pédagogie positive.
Donc, je tiens à dire et à rappeler, en fait, comme le Séverine nous l'a dit tout à l'heure, ça fait partie d'un parcours pédagogique. Donc, juste avant, nous avons eu les clés, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, les clés de la pédagogie positive par Marjolaine Pierret du Cavillan, qui expliquait justement les grandes lignes de cette pédagogie. Donc, je vais les reprendre pour pouvoir montrer des exemples concrets issus des manuels des éditions Maison des Langues et comment on les a construits. Puis ensuite, vous avez les ateliers virtuels qui vont vous expliquer euh, par, euh, par thème spécifique la prise en compte de la gestion des émotions, comment vous gérez les différents profils et les personnalités des apprenants, l'apport de la neuroscience sur l'apprentissage et la pédagogie de l'erreur ou l'éloge de l'erreur, et la gestion et les rétroactions. Donc ça, ce sont des éléments plus spécifiques. Donc, pour rappel, hein, la rencontre virtuelle est disponible en fait sur YouTube, où je vous invite à la regarder pour avoir les éléments un peu plus théoriques concernant les 7 principes fondamentaux. Donc, moi ici, je les reprends. Le premier est répondre aux besoins de reconnaissance et d'appartenance, nourrir l'estime de soi et la confiance, prendre en compte les émotions, tenir compte des différents profils d'apprentissage, valoriser l'erreur et favoriser les rétroactions positives, maintenir la motivation et l'implication, développer l'autonomie. Voici les 7 principes de la pédagogie positive. Alors, comment on va mettre ça en scène dans sa séquence pédagogique en classe de FLE? On verra ça juste à l'instant. On va prendre le premier principe, qui est répondre aux besoins de reconnaissance et d'appartenance. Donc, Marjolaine, pour rappel, nous dit il faut se sentir vu, se sentir entendu dans sa singularité, reconnu et accepté pour ce que l'on est et ce que l'on fait. C'est vrai que ça, c'est une part importante. C'est-à-dire qu'avant même de partir, d'appartenir au groupe, je dois, moi, en tant qu'individu, me sentir bien et bien intégré. Se sentir inclus dans un groupe, avoir sa place, se sentir qu'on compte pour les autres. Donc, un des principes, le besoin de reconnaissance, c'est savoir en fait que j'existe moi en tant qu'être et je suis intégré dans un groupe. Alors, à ce niveau-là, déjà dans la conception des manuels, les éditions Maison des Langues, les auteurs et les éditions Maison des Langues ont développé des concepts éditoriaux en fait qui sont suffisamment fédérateurs, au moins pour créer cet esprit de groupe. Dans un premier temps, ici, la toute dernière méthode qui s'appelle TADAM, qui est pour les 4, 5 ans et 5, 6 ans, donc les tout petits, on est dans un environnement qui est assez réconfortant, où chaque enfant va pouvoir se reconnaître, et on a aussi la petite mascotte qui s'appelle Noisette, qui est présente tout au long des unités. Alors, c'est une mascotte qui va exister réellement, et donc qui va exister tout au long en fait de l'unité des unités, qui va servir justement d'élément ou de personnage fédérateur. Ensuite, pour les méthodes pour les enfants, on a la méthode Capsure qui est un vrai concept. La méthode Capsure, c'est la famille Cousteau qui décide de faire un tour du monde dans des pays francophones avec ses enfants et d'aller voir ses amis et de rencontrer énormément de personnages, et ce qui sert de fil conducteur pour apprendre le français. Donc déjà, il y a une première chose, c'est qu'on a une famille métissés, hein, avec la maman qui vient de Martinique, le papa qui vient de l'Hexagone et les enfants qui grandissent au fur et à mesure des niveaux. Donc ça permet justement, qui ont dit pas le même âge, hein. Donc ça permet vraiment une vraie identification. Puis on a Gaston, qui est la mascotte justement du livre. Cette mascotte, en fait, c'est une vraie peluche, hein, elle existe. Généralement, elle sert euh, de personnalité, on va dire, de la classe. C'est vraiment la mascotte qui sert aussi à fédérer. Dans certaines alliances françaises aussi, c'est ce qui a servi aussi d'élément de communication, où Gaston, par exemple, à l'Alliance française de Dublin, Gaston est très présent sur les réseaux sociaux, qui nous explique justement qu'il y a des passations de Delphes, etc., etc. Donc, c'est vraiment un élément qui sert à fédérer. On appartient au même groupe. Et donc, cette méthode, elle crée justement ce lien dans ce voyage, dans cet esprit justement d'aventure, chose qu'on ne retrouve pas forcément. Donc, quel est l'objectif de cette méthode? C'est tout simplement de créer un carnet de voyage. Alors, comment on crée un carnet de voyage? Ben, il y a la première double page qui va tout simplement montrer euh,
les éléments qui ont été gardés. Donc là, ici, par exemple, on est sur une thématique euh, avec le thème de l'écologie et on a différents éléments. Donc c'est la voyage en Nouvelle-Calédonie et en fait, on remet dans le carnet de voyage, on met les éléments, on va dire, qu'on a trouvés, des tickets, des photos, etc. Ça représente à peu près ça. Et donc à partir de ça, c'est là où on va commencer justement à faire cette leçon. Donc ça permet vraiment d'avoir cet esprit de groupe ou d'accompagnement de cette famille qui est en train de faire son voyage. Pour les ados, on a une première méthode qui s'appelle A1, mais surtout cette méthode qui s'appelle Globetrotter, où on a des personnages, des ados, qui ont l'âge des apprenants et qui vont expliquer en introduction, comme rituel d'apprentissage, alors déjà expliquer d'où ils viennent et vont introduire l'unité. Donc on a des personnes qui viennent de Paris, de Nantes, de Suisse, de Montréal, de La Réunion, de Bordeaux pour ces unités-là. Bon, ça vient à peu près de partout, hein. Je veux dire, au fur et à mesure des livres, on les découvre au fur et à mesure et ça se présente de la manière suivante. Donc on a les Globetrotters. Les Globetrotters permet en fait tout simplement d'introduire. Donc là, ici, on va parler de la semaine. On a toujours le chat. Euh, Type WhatsApp, on va dire, où on a justement notre Globetrotter qui introduit. C'est aussi le Globetrotter qui introduit la partie culturelle. Donc c'est vraiment, ça sert de fil conducteur. L'idée justement, c'est d'utiliser ce côté Globetrotter, journaliste francophone, curieux, amener justement nos adolescents à s'interroger, à découvrir et à produire en français justement en devenant aussi à leur tour un Globetrotter. Ça, c'est une méthode en fait qui fonctionne assez bien parce que justement, elle intègre cet esprit de on fait partie de la communauté des Globetrotters. Pour la méthode de défi actuel, qui est ici, alors c'est une méthode pour adultes. La particularité, je dirais, on fait des francophones, on crée des francophones et des francophiles. Pourquoi? Parce que c'est la seule méthode qui a comme point de départ de la séquence pédagogique la culture. La culture sert à parler, la culture sert à ouvrir l'esprit et à devenir curieux. Et on parle de culture francophone, non pas parce qu'il faut parler de la culture francophonie, parce qu'il y a un intérêt. Les documents qui sont présentés, c'est toujours des documents qui ont une charge forte, à la fois des informations culturelles, ou bien aussi des faits de société qui peuvent être présents et qui nous servent justement à parler et à communiquer et passer par l'interculturel pour mieux parler. Donc là, ici, on a un exemple, hein, on est sur le niveau 1, donc on commence, on va dire, par découvrir l'alphabet. J'aime beaucoup avec Paris, le métro de Paris, globalement. Ensuite, on a une autre partie où on va évoquer la Zinneke Parade à Bruxelles, qui est une grosse fête populaire, ou alors ici cet exemple où on parle des activités entre tradition et modernité à Essaouira au Maroc. Donc c'est un exemple comme un autre, hein, mais en tout cas, vous allez découvrir le monde francophone et en fait, on amène justement donc cette envie de découvrir. C'est un manuel qui a été construit aussi un peu comme un magazine. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de graphiques qui sont proposés, les activités, elles posent à la réflexion, elles amènent justement les apprenants à parler, et ça permet justement tout simplement de susciter la curiosité, et cette curiosité fait que on est euh, on a la sensation d'appartenir, on va dire, au groupe, et surtout au groupe des francophiles, voire des francophones. La collaboration par la tâche permet bien sûr ce besoin d'arriver à ce besoin de reconnaissance et d'appartenance. On le retrouve bien entendu dans Globetrotter, qui est une méthode actionnelle à deux niveaux. Dans un premier niveau, il faut savoir en fait que vous avez les manuels qui fonctionnent en double page, une leçon en double page, et on finit toujours par un mini-projet. Donc ce mini-projet, là ici j'aime beaucoup, c'est créer une fake news au collège. Donc ça permet en fait de reprendre tout ce qui a été vu dans la leçon. C'est une bonne conclusion justement euh, de la leçon, de revoir tout ce qui a été vu et de garder quelque chose aussi, hein. C'est-à-dire que
grâce à ça, ces mini-projets. Alors, il y en a certains qu'on peut développer par rapport à d'autres, mais en tout cas, ça permet justement en fait de montrer, de justifier tout ce qui a été proposé et de faire ce travail en collaboration. Puis on a bien sûr à la fin de chaque unité un projet final. Donc là, ici, on est tout autour des médias où l'objectif ici est de créer un journal télévisé. Donc l'idée justement est de regrouper de mettre la classe en petits groupes et de regrouper les informations pour avoir un vrai journal télévisé. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ensuite, par un logiciel d'édition de vidéo, on peut créer quelque chose même avec un générique ou quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être vraiment très plaisant. En fait, c'est du concret. Ça permet justement, ces projets-là permettent de sortir un peu de la classe ou de sortir dans cet imaginaire de classe, hein, mais de produire quelque chose d'assez intéressant. Et puis, faut pas se cacher aussi, ça permet aussi de montrer l'évolution en français des adolescents auprès des parents. Les parents voient en fait le résultat concrètement de ce qui a été appris au-delà de l'évaluation finale. C'est-à-dire que là, ça permet de montrer, ben voilà, mon enfant est dans la capacité de s'exprimer. Et voilà, c'est cette vidéo qui le montre, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce besoin de reconnaissance et d'appartenance qui est assez important. Défi, bah, tout simplement, on est aussi dans une méthode actionnelle où on propose justement des tâches à réaliser en collaboration. Donc là, ici, par exemple, on a l'idée de réaliser un quiz pour faire découvrir un pays. Alors, ça peut être son propre pays ou alors on décide de faire découvrir un autre pays. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, donc bien sûr, c'est en petits groupes. Donc, ça permet un travail en collaboration et on a la boîte à outils qui permet de reprendre tout ce qui a été vu. Ensuite, là, ici, on a créé le calendrier des jours préférés de la classe, avec les anniversaires, dire pourquoi. Il y a toujours un exemple aussi qui est proposé. Bon, l'idée de ces tâches, justement, c'est de finaliser la leçon un peu en apothéose avec quelque chose d'assez humoristique. Moi, j'adore, c'est dans une unité de défi, il y a un défi actuel, il y a un défi qui est présenter une ville avec les caractéristiques. Quelle est la ville pour les gens joyeux? Quelle est la ville pour les romantiques, etc. Bon, là, la tâche qui est proposée, l'exemple qui est proposé, c'est quelle ville à visiter pour les radins. Et on explique justement pourquoi. Quelle est la ville pour les feignants à visiter pour les feignants. Bref, on peut avoir justement sur un ton humoristique, trouver des choses assez drôles à faire et à présenter. Le deuxième principe, c'est nourrir l'estime de soi et la confiance. Donc, la confiance en soi, elle est souvent liée à l'action. C'est je me sens capable de. L'estime de soi, elle est souvent liée aussi à l'image que l'on a de soi. Je pense que je vaux quelque chose. Et en fait, on a toujours cet effet Pygmalion. En fait, elles se construisent en fait dans le regard de l'autre. Bon, souvent, euh, nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, à travers enfin, ce que les auteurs et les autrices des manuels des éditions Maison des Langues, elles ont voulu accompagner soit à l'observation, soit accompagner à la production. Je vais vous montrer deux exemples et on peut les retrouver euh, dans différentes méthodes, hein. Par exemple, ici, là, je prends l'exemple de Carrousel, qui est la méthode pour les lycéens. Dans cette méthode, en fait, on a un exercice où on va devoir repérer ou observer une forme de grammaire inductive. Bah, tout simplement, on sait qu'on doit chercher dans le texte et on a déjà de manière surlignée ce qu'on doit rechercher, ce qui permet de se concentrer sur l'observation des formes et de pouvoir l'exprimer. De même que dans toutes les séries, on a ici l'aide à la production. Donc, l'aide à la production, c'est ici présenté en rouge. Quand c'est en bleu, c'est l'aide à la production écrite. Quand c'est en rouge, c'est l'aide à la production orale. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui permet et qui facilite aussi un apprenant qui a besoin d'un exemple ou d'une aide pour pouvoir faire sa production. De même chose qu'on a créé un système d'étiquettes. Alors, on peut les retrouver en fait pour les enfants, mais on les a mis aussi donc, dans la méthode prête à parler qui est pour les adultes. Ce système d'étiquettes en fait permet pour les apprenants qui n'ont pas d'idées, qui sont plus timides, qui sont assez réservés, de pouvoir faire la production demandée. Donc là, ici, c'est juste plus un mémo où on va dire, voilà, n'hésite pas à utiliser tous ces mots-là. Mais là, ici, dans ce cas-là, où l'objectif, c'est d'exprimer son opinion,
c'est plus adjectif, ce n'est pas plus adjectif. Bon, là, ici, on a une série d'adjectifs qui sont proposés. L'étudiant qui est spontané, qui a des facilités à l'oral, va pas forcément avoir besoin de ces étiquettes. Par contre, l'étudiant qui est plus réservé, qui prend plus de temps pour comprendre les consignes, ou qui a besoin justement de réconfort pour se concentrer à autre chose, ben, justement, ce système d'étiquettes-là permet de rassurer et d'instaurer un climat de confiance au moment de la production. L'auto-évaluation et l'évaluation positive, ça aussi, c'est un élément. C'est toujours intéressant et je pense qu'on devrait le faire assez régulièrement, c'est de faire un mini bilan et de savoir où on en est. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple de Capsure qui est pour les enfants et en fait, l'idée, c'est de cocher toutes les cases. Il y a un système d'autocollant en fait qui est à retrouver. Il faut cocher l'autocollant une fois que je suis capable de dire des choses. Donc on fait un bilan, je sais inviter quelqu'un, je sais lire une recette, je sais expliquer une recette, je sais parler des repas, je sais accepter ou refuser une invitation. Ça permet de faire un point justement avec les élèves et aussi surtout, ça c'est un élément qu'on peut donner aux parents pour leur expliquer, voilà, on a avancé là-dessus, c'est une évaluation sans note qui permet juste de dire, voilà ce que j'ai acquis. Mais ça marche aussi pour les adultes. Là, ici, dans ce bilan qui est dans la partie révision, tous les défis actuels maintenant vont avoir une unité de révision pour commencer le manuel qui va reprendre le niveau précédent. Là, ici, à la fin, il y a mon bilan et en expliquant que dans cette unité, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai révisé, j'ai appris, j'ai compris, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce que je dois améliorer. Et à la fin de chaque unité, il y a aussi cette évaluation où là, en fait, on est un peu plus critique sur soi-même, où je dis je suis capable de, j'ai encore des difficultés, ou je ne suis pas encore capable de. Et on a ici les exemples. Ensuite, on a le bagage, ce qu'on appelle le bagage. Dans cette unité, j'ai appris de la culture française et francophone, tel point. Qu'est-ce qui m'a intéressé le plus ou m'a pas étonné? Qu'est-ce qui est différent sur notre culture ou similaire? Et qu'est-ce que j'aimerais savoir sur... blablabla. Bref, ces auto-évaluations, je trouve qu'elles sont assez intéressantes justement pour conclure et pour faire un point indirect aussi. Ça permet aux professeurs de voir où les étudiants en sont. Ça permet aussi de montrer malgré les difficultés qu'on peut avoir sur une telle ou telle unité, ben, finalement, on y arrive et on s'en sort. Donc, je trouve ça assez intéressant. Nous avons aussi un produit qui est du matériel pour le professeur, qui sont le pack de 500 autocollants pour l'évaluation positive. Ça, c'est génial. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Alors, c'est pas forcément pour noter une copie, mais c'est des choses qui peuvent être sorties de manière spontanée. Je peux vous garantir que vos apprenants en raffolent. Et pire, ce sont les adultes qui aiment le plus ce genre de petites félicitations. Tu te débrouilles comme un chef, bravo, tu es un pro, super travail d'équipe, tu es un as, je suis fier de toi, tu te débrouilles bien. Bref, en fait, c'est plein d'évaluations positives qui encouragent et qui permet c'est des petits stickers qui permet justement de les mettre soit sur le cahier, soit sur le livre, justement, en disant de manière de temps en temps de les sortir. Et en fait, vos apprenants, aussi bien enfants, ados, euh, ou même et surtout, je dirais, adultes, vont en réclamer. Alors, je continue. Le troisième principe, il faut prendre en compte les émotions. Donc là, ici, le rôle du professeur est extrêmement important. C'est vrai qu'il faut savoir verbaliser les ressentis, comment tu te sens dans cette activité, et après utiliser aussi les émotions comme un objet d'apprentissage. Ça, on le verra dans 2 minutes. L'utilisation du vocabulaire des sentiments, théâtraliser les choses, ou le fait de créer une BD. Ce qui est important aussi, et je pense qu'on peut le faire alors à différents degrés, hein, en fonction des classes que vous avez, mais parfois, on sait aussi que, et je dirais même pour des cours particuliers, hein, finalement, l'émotion, quand on a un étudiant depuis plusieurs années, on sait parfaitement qu'on sait toute sa vie. Donc forcément, c'est un moment aussi, un moment d'espace
moi, j'ai eu besoin aussi de faire des pauses avec certains étudiants qui étaient en train d'exprimer une émotion, pas forcément liée au cours, mais en tout cas qui était importante d'exprimer. Donc c'est vrai qu'avoir un espace de parole libre, c'est important, aussi bien, et même si on le recentre aussi sur le cours. J'ai beaucoup aimé ce que Marjolaine avait montré la semaine dernière, utiliser Mon humeur en images, qui est une série d'images comme ceci qui permet en fait de voir comment on se sent. Ça peut être intéressant à mettre en place de temps en temps aussi avec sa classe, euh, plus le centrer aussi par rapport au cours, hein, bien entendu, quoi. Enfin, parler des émotions, c'est un sujet. Ici, on le retrouve dans Défi actuel, où le document déclencheur est le stress au travail, avec bien sûr les émotions et les sentiments positifs, les émotions et les sentiments négatifs. L'objectif, justement, ici, est de savoir les catégoriser, puis ensuite de savoir échanger. Donc, avec un ou une camarade, trouvez quelque chose qui vous stresse tous les deux, qui vous ennuie tous les deux, qui vous passionne tous les deux, qui vous épuise tous les deux et qui vous rend nerveux ou nerveuse tous les deux. Les examens, ça me stresse. Et toi, ah oui, ça me stresse aussi les examens. Bon, c'est une phrase qui est assez simple et peut reprendre aussi tous les éléments qui ont été vus précédemment. Dans Prêt-à-parler, c'est au niveau B1 où en fait on a une manière un peu plus fine d'exprimer les émotions. Donc à partir, pareil, hein, d'un document où là en fait on est en train de dire ce qui passionne et il y a cette notion d'exprimer sur ce qui fait du bien. Là, c'est juste des émotions positives. Le concept en fait de prêt-à-parler, c'est que ça fonctionne par phrasème. Là, ici, vous avez des morceaux de phrases ou des expressions figées, ce sont des phrasèmes. C'est le principe de la phraséologie, c'est-à-dire que le fait d'avoir ces phrases-là vont me permettre de parler et d'exprimer des choses un peu comme les natifs. Donc, on va avoir bien sûr un repérage, on va aussi avoir une compréhension, une règle de grammaire qui va être proposée. Je précise une chose, hein, c'est que dans tous les textes, il y a la possibilité de les écouter par un locuteur. Et ensuite, on a une demande où on va devoir pouvoir s'exprimer et échanger sur ce qui fait du bien. Par exemple, j'adore entendre les oiseaux, ça me fait du bien. Et là, ici, on a plusieurs expressions qui existent et qui permettent d'exprimer justement cette émotion positive. Donc, les émotions, c'est aussi un sujet. Le quatrième principe, c'est tenir compte des différents profils d'apprentissage. Eh bien oui, on apprend différemment. Je vais juste prendre un point qui a été évoqué justement par Marjolaine il y a 15 jours, mais sachez qu'elle en développe un peu plus. Moi, j'ai voulu m'intéresser en fait aux intelligences multiples de Gardner. Alors, ça fait déjà un peu plus plusieurs années et parfois ce sont des intelligences qui sont un peu controversées. Bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû appeler ça intelligence, mais capacité ou quelque chose comme ça. Bref, il part du principe qu'on a tous ces intelligences, mais on en a trois dominantes. Et l'idée, c'est de deviner quelles sont ces intelligences dominantes. Donc, on a l'intelligence verbale et langagière, ça c'est la capacité justement à s'exprimer, l'art oratoire, à comprendre la langue. On a l'intelligence visuelle et spatiale, ça peut être aussi, alors je vais essayer de remettre ça dans l'environnement FLE, c'est cette capacité justement à se comprendre les choses par des schémas ou aussi bien mémoriser par la vue. Intelligence musicale, c'est ceux qui utilisent les chansons pour mieux apprendre une langue, par exemple, ou des personnes qui ont des facilités pour comprendre, capter les sons. Ceux qui ont l'oreille absolue comprennent les subtilités des langues assez rapidement. L'intelligence intrapersonnelle, ça c'est je me connais moi-même, j'arrive à travailler en autonomie, j'arrive à travailler à exprimer justement ce que je peux ressentir. L'intelligence corporelle et kinesthésique, là, c'est la capacité de comprendre aussi par le toucher, mais aussi par les jeux de rôle, les pièces de théâtre ou tout simplement en se déplaçant et en se mouvant. L'intelligence interpersonnelle, c'est je ne peux pas apprendre tout seul, je dois apprendre en groupe. Et c'est ça ma force, on va dire, quoi. Donc cet esprit toujours de collaboration, d'esprit de groupe.
l'intelligence logico-mathématique. Alors, l'intelligence logico-mathématique, souvent, ça fait référence à l'intelligence de manière globale. Et quand on parle de logico-mathématique, alors bien sûr, il y a les chiffres qui sont englobés, mais ça, pas seulement, il y a aussi cette capacité analytique. Bon, je peux vous dire que quelqu'un qui est doté d'intelligence logico-mathématique avec la langue française, parfois est un peu perturbé, car, je vous rappelle, la langue française n'est pas logique. Je disais toujours, la langue française n'est pas logique, elle est émotionnelle. Puis, on a l'intelligence naturaliste. Naturaliste, c'est cette capacité à classer ou à observer, on va dire, les choses dans un certain environnement. C'est-à-dire que si je suis dans situation d'immersion, c'est par l'observation, en fait, que je vais pouvoir acquérir la langue, ou par mimétisme, par exemple. Donc pour ça, moi j'ai quelque chose qui peut être pas mal en fait, c'est le guichet emploi, donc c'est le, l'Agence pour l'emploi au Canada qui propose justement d'explorer les différentes facettes des intelligences des demandeurs d'emploi et de propose de faire ce test. Et je trouve que ce test, ça peut être un bon exercice à faire en classe parce que les questions sont assez faciles, on peut le faire ensemble avec le professeur. Alors, si on est sur des niveaux un peu plus avancés, on peut les laisser en autonomie. Si on est des niveaux à partir fin A2, par exemple, là, on peut les accompagner ou même traduire certaines questions si besoin. Mais je vais vous montrer un exemple. Donc là, j'ai ma collègue Séverine qui va vous mettre ce lien, comme ça vous l'avez, si vous souhaitez regarder après quelles sont vos intelligences dominantes. Souvent, c'est intéressant, c'est de noter en fait ce que vous pensez être et quelle est la réalité. Donc, en position assise, vous bougez, vous tapez du pied, vous travaillez mieux dans un milieu organisé. Donc, on peut reformuler, expliquer, voire traduire. Euh, je pense que c'est assez intéressant en fait et c'est des questions qui sont assez faciles et qui peuvent se faire en groupe, hein. Moi, j'aime beaucoup ici, vous possédez une collection de coquillages, de tasses, de cartes de hockey. On voit que c'est très culturel, hein, je dirais. En France, par exemple, c'est plutôt les cartes de foot Panini, je pense, qui sont plus faciles à collectionner, et certainement pas le hockey, donc c'est très culturel. C'est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec ses élèves, justement, pour définir les différents profils. Et une fois qu'on a le profil de la classe, bah, tout simplement, on peut proposer des activités, justement, pour faciliter l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'avec une intelligence visuelle, on va apprendre avec des infographies, des vidéos, des images, on va utiliser des cartes mentales, on peut faire des présentations PowerPoint et c'est faire des déductions par l'observation. Quand on a la compétence langagière, on aime les lectures, raconter des histoires ou inventer des histoires. On peut comprendre et expliquer la grammaire ou le lexique à partir de textes. On aime justement ce côté réagir et interagir. L'interpersonnel, c'est faire des interactions, participer à des jeux de rôle, travailler en collaboration, faire des activités de médiation ou des tâches en groupe. L'intrapersonnel, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est avoir une réflexion personnelle avec des activités interculturelles, des prises d'opinion personnelles parfois ou individuelles, exprimer aussi ses propres sentiments. La compétence musicale, on apprend avec des audios, des capsules phonétiques, où on peut faire des activités autour de la chanson. Le corporel, c'est des activités liées à des jeux de rôle ou des mises en scène. Ce qui est important, c'est d'utiliser le corps ou le toucher. Logico-mathématique, c'est utiliser le nombre, comprendre et expliquer la grammaire inductive. Une règle générale et les exceptions, travailler avec le système de colocation pour le lexique. On peut aussi, c'est les personnes qui aiment la méthodologie, notamment dans les examens, et c'est les personnes qui savent faire des activités de réflexion d'esprit critique. Enfin, naturaliste, c'est les activités nécessitant une observation, classification, un peu comme le panier de lexique qu'on peut retrouver dans Défis actuels. Le cinquième principe est valoriser l'erreur pour favoriser la rétroaction positive. Donc là, ici, vous allez avoir un atelier qui sera beaucoup plus détaillé et qui vous permettra concrètement comment mettre ça en place dans votre classe. Moi, ici, je vous explique les grandes lignes qui avaient été expliquées la semaine dernière. Donc, changer la perception de l'erreur. Le meilleur maître, c'est l'échec. La citation, c'est Dioda. Créer un climat de sécurité pour oser se tromper.
Formuler la rétroaction positive et constructive, c'est-à-dire faire des compliments descriptifs et spécifiques, valoriser l'effort plutôt que le résultat. Voilà les principes, on va dire, qui ont été présentés par Marjolaine il y a 15 jours. Si on essaye de les mettre en place dans les manuels de FLE, on va commencer par l'approche spiralaire et la courbe de l'oubli. Donc l'approche spiralaire, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une approche en fait qui consiste à revenir régulièrement sur les mêmes notions tout au long de l'apprentissage. Ça permet en fait de renforcer ce qui a été acquis, d'approfondir justement la compréhension, voire de corriger des erreurs. Par exemple, on va commencer par des verbes réguliers, puis ensuite on va voir les verbes irréguliers, puis on va aller vers des phrases de plus en plus complexes. L'objectif, c'est de permettre de mieux mémoriser, de gagner en confiance et d'éviter les erreurs fréquentes. Donc, globalement, ça, c'est un peu l'approche spiralaire et on la retrouve globalement aussi sur l'ensemble des manuels où on va revenir sur certains points qui ont déjà été vus. On a ici la courbe d'Ebbinghaus, qui est la courbe de l'oubli. En fait, si on n'a pas une réactivation, en fait, les choses s'oublient de petit à petit. Donc, il faut des activités en fait de réactivation qui permettent justement de consolider grâce à ces rappels, hein. Un exemple ici, on a les activités mémo en fait qui se trouvent dans Prêt à parler. Oui, on va vous dire justement par un jeu, par quelque chose, bah tiens, souviens-toi, la page précédente, qu'est-ce qu'on avait comme moyen de transport? Alors, comment on peut se déplacer? On reprend les éléments. Et donc, sans regarder, on fait appel à sa mémoire justement pour réactiver ça. Là, ici, par exemple, c'est les adjectifs de caractère. Fermez votre livre et jouez au jeu des contraires quand c'est possible. L'un dit un adjectif et l'autre dit son contraire. Gentil, méchant, etc. Donc, ça permet en fait de réactiver ce qui a été vu précédemment. L'évaluation positive dans l'éloge de l'erreur. Là, ici, dans cette partie-là des autocollants, donc vous avez plusieurs parties, il y a la partie encouragement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi pour ceux qui ont été en difficulté. De mieux en mieux, bravo pour tes efforts, tu t'améliores de jour en jour, tu deviens un vrai pro de l'écrit. Je savais que tu y arriverais, tu es sur la bonne voie. Tu t'en es bien sorti, tu as travaillé dur. Courage, tu y es presque, c'est presque ça. Bon, là, on est vraiment dans l'encouragement. Et ça, en fait, quelqu'un qui a des difficultés, mais qu'on arrive à noter, c'est on met en avant justement les progrès. Là, on peut avoir de meilleurs résultats, hein. Je rappelle en fait que tous ces principes de pédagogie positive, sont plus au service des élèves qui sont en difficulté ou aux élèves qui ont un temps d'apprentissage différent par rapport au reste de la classe, par exemple. Le sixième principe, c'est maintenir la motivation. Donc, il faut bien sûr éveiller l'attention par la variété des supports, vidéos, des textes, des articles de presse, hein, dynamiser la diversité des approches et des activités, créer la surprise pour entretenir l'intérêt, donner du rythme, de la couleur à ces pratiques, cultiver l'enthousiasme et la joie, l'apprendre par le jeu, captiver aussi par l'originalité et l'humour, et je pense que parfois il faut laisser aller ses apprenants. Et enfin, il faut stimuler cette créativité et cette imagination pour attiser la curiosité. Alors, je vais vous montrer le rythme de la séquence pédagogique telles qu'elles sont construites actuellement. On s'est adapté justement, les auteurs et les autrices se sont adaptés à une nouvelle manière d'apprendre. Sachez que vous avez des méthodes pré-Covid et des méthodes post-Covid, hein, on peut le dire, ou alors, je dirais peut-être pré-mobile et post-mobile. Bref, on est sur une nouvelle manière d'apprendre. Et là, en fait, comment ça fonctionne? Bah, tout simplement ici, on a un objectif de communication. Je prends l'exemple ici, mais c'est applicable sur l'ensemble de nos manuels où on a essayé de construire de cette manière-là. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse double page pour les adolescents où on a l'objectif de communication qui est parler de mes activités après le collège et le week-end avec en finalité le projet qui est de créer un jeu de plateau. Donc, comment ça s'est présenté? Bah, tout simplement, vous voyez ici, il y a des petits pictogrammes, un petit programme jeu. Là, ici, on travaille seul. Là, ici, on travaille en groupe. Des activités de compréhension ou de compréhension écrite et les points de grammaire ici qui sont présents. Bah, tout simplement, on a construit la séquence pédagogique comme une série Netflix avec des temps d'action
assez restreint et des activités qui se font de manière assez courte, mais qui permettent de tout voir assez rapidement ou avoir cette sensation d'apprendre mieux et rapidement. Donc là, ici, on est sur une compréhension, on va ensuite faire des exercices de grammaire, puis on va passer à une production individuelle, puis un jeu, puis on va mobiliser le lexique, ensuite on va passer par une compréhension, puis une activité de groupe, en fait, pour arriver au projet final. Donc on est vraiment sur des actions en fait qui s'enchaînent et qui permettent d'avoir cette sensation d'aller plus vite, plus rapidement et d'éviter justement l'ennui et une meilleure motivation et implication. Moi, je connais certaines méthodes où on avait les unités qui étaient interminables et en même temps, enfin, on avait envie qu'elles s'arrêtent. Je pense en fait que les auteurs et les autrices des éditions Maison des Langues ont compris qu'on n'apprend plus de la même manière et fallait justement évoluer cette pratique pour avoir justement des activités qui permettent de maintenir la motivation et surtout l'implication. Bien entendu, la ludopédagogie, c'est quelque chose d'important. Je vous mets cette petite vidéo qui fait partie des tutos. Les tutos du FLE, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux Maison des Langues, Séverine va vous mettre dans le chat comment nous retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn et autres. Mais en attendant, je vous montre cette petite vidéo qui nous explique comment jouer en classe. Salut les followers, vous entendez cette petite musique? Madame, est-ce qu'on peut jouer aujourd'hui? C'est bientôt les vacances. Alors, que vos élèves soient fatigués ou non, aujourd'hui on va parler jeu, parce qu'ils aiment ça et je crois que nous aussi. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE épisode 25, faites vos jeux! Jouer en classe, c'est chouette. Les élèves n'ont pas l'impression de travailler, ils apprennent en s'amusant, ils interagissent, ils sont motivés et ils utilisent les structures qu'ils doivent acquérir. Mais pour que tout se passe bien, il faut garder quelques éléments en tête. Bien choisir le jeu pour atteindre votre objectif pédagogique. On ne joue pas juste pour s'amuser en classe, même si on essaye de faire croire ça aux élèves, mais on joue pour consolider ou utiliser un point de langue. Ensuite, bien animer le jeu pour éviter les débordements et trouver l'équilibre entre plaisir et efficacité. Bien expliquer les règles pour éviter la triche, pour éviter la baisse de motivation parce qu'on ne comprend pas où on va. Deuxième question, à quoi on joue? On peut utiliser des jeux que l'on trouve dans le commerce. Double pour le lexique, Dixit pour décrire ou raconter des histoires, Story Cubes pour parler, raconter, imaginer. Et on peut aussi reprendre des modèles de jeux connus de tout le monde, comme par exemple le Memory, les 7 familles, la bataille navale, le jeu de loi, en adaptant les contenus à ce que l'on veut travailler. Enfin, on peut piocher dans toutes les propositions de jeux que l'on retrouve dans les collections des éditions Maison des Langues. Par exemple, dans Les Globetrotters, la collection pour les ados entre 10 et 15 ans, au fur et à mesure des unités et des leçons, on trouve de nombreuses propositions de jeux à faire en classe. Dans Les Globetrotters 3, on fait deviner des objets pour travailler le lexique et la description. Dans Les Globetrotters 1, on crée un jeu pour exprimer la fréquence. Et dans Les Globetrotters 3, on propose même aux élèves de créer leur propre quiz pour parler des villes. Dans la collection Capsure, c'est pareil. On s'adresse à des enfants entre 6 et 10 ans, alors on essaye de jouer au maximum. Jouer pour travailler le lexique avec le mime des sensations, jouer pour répéter des structures grammaticales avec le jeu des questions, jouer pour communiquer avec le jeu des cartes postales, et là aussi on fabrique régulièrement des jeux. Dans cette mission bricolo, les enfants vont créer leur propre jeu de loi à l'aide de post-it. Avant de nous quitter, Voilà, donc vous avez reconnu Amandine Kettel qui est formatrice associée et qui travaille depuis des années aussi en tant qu'autrice sur certains de nos manuels comme Défi ou bien Globetrotter. Ce qui est intéressant aussi, dans Défi actuel, je vois en fait les derniers, c'est qu'on voit aussi que les défis, on a mis du ludique aussi dedans ou du moins du fun, de l'humour, des choses un peu différentes, vraiment pour rendre ces activités-là drôles et qui font sens, on va dire, et qui permettent aussi de créer un bon esprit hein, dans la classe. Le septième principe et le dernier, c'est développer l'autonomie. Donc, dans ce principe-là, il faut rendre l'apprenant responsable et acteur de son apprentissage. Il faut l'encourager
par la métacognition, c'est-à-dire de réfléchir à ses propres processus d'apprentissage, de cognition, des processus cognitifs. Apprendre à apprendre, ça c'est quelque chose aussi qui a été développé dans la méthode défi actuelle et qu'on a intégré certaines activités où on va aider de manière indirecte. C'était explicite dans défi actuel, on l'a mis de manière implicite. Mais l'objectif aussi, c'est d'encourager l'apprentissage informel en regardant des vidéos Netflix, en utilisant le WhatsApp, en utilisant tout simplement des sites en français. Et enfin, s'inspirer de la classe en autonomie. J'allais dire que pour ça, en fait, on a l'espace virtuel. L'espace virtuel, on dispose d'une banque de ressources avec énormément de vidéos, donc ça permet en fait de varier les supports. Ça permet aussi, on a ici toute une série d'exercices interactifs qui permettent justement de bachoter, de travailler en autonomie des exercices. On a aussi la rubrique C'est d'actualité, qui sont des articles de presse didactisés. On en sort assez régulièrement. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que dans toutes nos méthodes sont hybrides. À l'intérieur, l'étudiant a un code d'accès. Ce code d'accès lui permet d'accéder aux itinéraires numériques. Les itinéraires numériques, ça comprend le livre, le cahier, plus des activités complémentaires. Les activités complémentaires, ce sont les activités que je vous ai mentionnées ici, à savoir des exercices interactifs, différents vidéos qui sont proposées, et tout ça, en fait, c'est mis à disposition de l'étudiant. Donc là, et qui permet justement un travail en autonomie sur son smartphone. Moi, je dis toujours, si en attendant le bus, nos étudiants arrivaient à faire un ou deux exercices de français, bah, ce serait déjà Byzance. Juste pour conclure, j'ai envie de vous montrer une petite vidéo qui dure à peu près 4 minutes avant de répondre à vos questions. C'est une vidéo qui montre une initiative un peu poussée à l'extrême de la pédagogie positive. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que ça va vous intéresser également. Donc bien sûr, ça reprend les principes de l'école de Montessori, mais appliqués pour l'apprentissage du français. Alors c'est pour destiné à un public enfant. Alors j'avoue, c'est utiliser la pédagogie positive à son extrême, à sa grande finalité. Et je sais bien qu'en fonction de vos contextes d'enseignement, du profil de vos apprenants, du profil des établissements où vous êtes et aussi les moyens que vous disposez, tout n'est pas forcément possible. Mais je trouve intéressant en fait de regarder cette petite vidéo. On va regarder ça. Bonjour, je suis à Battambang, au Cambodge, et je suis dans la petite école française. Enfin, une école pas tout à fait comme les autres, parce que c'est une école qui enseigne le français à la maternelle avec la méthode Montessori. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec une Québécoise, elle s'appelle Audrey Vachon, et c'est une spécialiste de l'école Montessori qui travaille ici. Bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter justement cette méthode Montessori que les gens ne connaissent pas forcément? Oui, bien, ce qu'il faut savoir dans Montessori, c'est que la classe est séparée en 5 domaines d'apprentissage. Donc, on a le langage, mathématiques, vie sensorielle, vie pratique et la culture. Donc, la classe, elle est organisée selon les 5 domaines d'apprentissage. Donc, chaque activité... Alors déjà, il y a un point que je trouve assez intéressant, c'est justement avoir ces sphères d'activité dans la classe. Déjà, bon, faut se le permettre, faut avoir des classes assez grandes, mais en tout cas, je trouve que cette démarche, elle est assez intéressante et à l'extrême, on pourrait le pousser aussi pour le FLE. est séparée selon la progression Montessori. Donc, on commence avec ce qui est le plus concret, d'apprendre les lettres, et on s'en va jusqu'à la lecture de mots. Donc, ici, on trouve la section du langage. Donc, les enfants vont jouer avec le son WA pour le W, vont prendre le son A, le son B, le son Q. Ils vont vraiment s'amuser avec le matériel Montessori pour avoir du plaisir et pour devenir encore plus curieux d'en apprendre davantage. De ce côté-ci, plus la lecture de mots, selon la progression Montessori. Et de ce côté-ci, plus pour travailler le langage, donc des cartes pour apprendre des mots de vocabulaire et tout. Et c'est les enfants qui décident eux-mêmes, c'est ça? C'est eux qui vont choisir? Comment ça se passe avec l'enseignant, justement? Exactement. L'enseignant, c'est un guide Montessori. Donc, quand on dit guide, c'est qu'il va observer les enfants, il va les guider, il va faire la présentation d'activité. Et une fois que l'enfant connaît l'activité, là, il est libre de pouvoir faire. On ne peut pas lancer un enfant ici tout seul et vas-y, fais ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça. On le guide et après, une fois qu'il est guidé, il est libre d'apprendre. D'accord. Et donc, les enseignants qui sont là, ce sont des enseignants qui ont été formés à la méthode Montessori. Les enseignants et les assistants ont été formés à la méthode Montessori, oui. Comment ça marche? OK, alors, la classe est séparée selon les domaines. Le domaine français, je dirais le langage, là, le domaine de la culture, le domaine de mathématiques, le domaine sensoriel et le domaine de la vie pratique.
Donc, l'enfant désire aujourd'hui tiens, travailler sur ses chiffres, il va dans la section mathématiques. Un autre enfant souhaite travailler au tapis, va chercher le tapis, va chercher un matériel sensoriel et il travaille comme ça, individuellement ou en petits groupes. Voilà, et le professeur est toujours là pour l'accompagner, c'est ça? Exactement. Le professeur, les enseignants, les assistants sont toujours dans la classe en observant parce qu'on en a tout autour de nous. Donc, il faut observer, il faut bien gérer et savoir quand aider l'enfant. Mais c'est une gestion de l'espace parce qu'il y a plein de petites tables partout, on n'est pas dans une classe traditionnelle. Non, non, c'est très libre, c'est basé sur le mouvement. Donc, Maria Montessori a basé ses activités du concret vers l'abstrait, toujours en ayant du mouvement. Je dois aller chercher un contenant, je dois aller chercher un crayon à mine, je dois pousser ma chaise, je dois aller chercher un tapis. Donc, l'enfant est toujours actif dans son apprentissage. Alors moi, il y a... Bonjour, je suis à Bâton. Pardon. Alors, juste, j'ai ma collègue Séverine qui va vous mettre dans le chat la vidéo hein, pour regarder juste la fin, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, juste pour dire, c'est que c'est vrai que là, ça pousse à l'extrême l'exercice. On n'a pas toujours les mêmes réalités pour ça, mais en tout cas, c'est une réflexion en fait qui peut être. On peut avoir un vrai projet d'établissement pour intégrer certains éléments de la pédagogie positive notamment la pédagogie de projet, qui est déjà un élément, ou justement revoir aussi sa manière d'évaluer. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà commencer à mettre en place. J'ai terminé pour cette partie où on vous a montré que justement les auteurs et les autrices des éditions Maison des Langues ont eu cette réflexion préalable pour la conception des manuels et pour intégrer des éléments de pédagogie. Donc déjà, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos classes. J'imagine que vous l'avez déjà utilisé. Si vous le souhaitez aussi, il y a une enquête de satisfaction par rapport à ce que vous avez écouté qui va être transmis par Séverine dans le chat également. Est-ce que vous avez des questions? Séverine, est-ce que tu peux m'orienter? Pardon, hein, j'arrive. J'étais en train d'envoyer le lien vers l'enquête. Pardon, pardon. Voilà. Je te je te dis D'envoyer du boulot. une information pour bien confirmer que cette session a été enregistrée et que le replay sera disponible dans une dizaine de jours sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous ai remis le lien euh, à la playlist consacrée au replay des rencontres virtuelles. Sachez que vous allez aussi recevoir le certificat de participation par mail et vous aurez aussi la présentation en format PDF avec notamment toutes les références citées par Sébastien hein, y figureront également en cytographie. Alors, juste, j'ai répondu à pas mal de questions, mais il y en a deux qui me semblaient intéressantes pour revenir sur ce point. Nicolas, hein, qui a simplement demandé de redonner les références des cartes d'humeur auxquelles tu as fait référence aujourd'hui et qui avaient été aussi présentées par Marjolaine. En fait, Marjolaine n'a pas donné de référence précise, mais parce que j'ai revu sa présentation pour voir si j'arrivais à trouver un lien. Mais finalement, en faisant une recherche sur Google avec C'est les assez mots facile. carte plus émotion, il y en a plusieurs hein, qui sont Ouais. proposés. Voilà, et plus une question d'Isabelle qui se posait, voilà, qui se demandait si c'était vraiment une bonne idée de dire aux élèves qu'un contenu X ou Y que nous allions travailler était facile. Parce elle explique qu'elle avait cette tendance. Elle pensait que ça pouvait motiver, puisque voilà, elle disait souvent, bah voyez, ce qu'on va faire, ce n'est pas difficile, alors vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème. Et en fait, elle s'est rendue compte que parfois, ça pouvait aussi démotiver parce que l'élève peut penser, ah ben mince, ma prof m'a dit que c'était facile, moi je comprends pas et je suis vraiment pas douée. Donc qu'est-ce que toi, Sébastien, dans ton expérience de professeur, tu as parfois été confronté à cette situation et qu'est-ce que tu as pu faire? Bah, c'est plutôt être réactif par rapport, au lieu de présenter un document, donc toujours présenter les objectifs, pourquoi on va utiliser ce document, plutôt que de parler de cette facilité, l'idée c'est d'encourager et de motiver en disant bah, vous êtes capable de s'en sortir. Par contre, on peut avoir l'étudiant qui, bon bah voilà, moi j'y arrive pas alors que c'est facile, donc je peux le comprendre. Peut-être éviter en effet. Moi je suis d'accord, c'est pas vraiment ce qu'il y a à faire. Par contre, de toute façon on les connaît, hein, les étudiants qui ont des difficultés et qu'il faut encourager. On peut avoir aussi une approche où on peut avoir deux documents ou deux manières de traiter les documents. C'est-à-dire un document, on peut le dire, qui est
plus express par rapport à un autre document ou qui a un document approfondi par rapport à un autre. Ça, c'est pour travailler justement la diversification et s'adapter justement au niveau des élèves. Quand on a vraiment des classes en fait où les niveaux sont différents, on peut parler plutôt de documents approfondis et un document plus express ou quelque chose comme ça. Mais pas parler de niveau de facilité. Ou alors même, c'est donner une activité, on a le début avec les mêmes activités, et pour ceux qui ont fini plus tôt, donner des activités complémentaires. C'est-à-dire l'idée, Mm. justement, c'est toujours éviter de mettre en difficulté l'élève qui n'a pas le même rythme, tout simplement. Mm. Donc, je Et au suis niveau de d'accord, le fait l'évaluation, de on dire, a, ce document est facile, ouais, mm. c'est peut-être à éviter, on va dire, quoi. Ouais. Et on a aussi des évaluations distinctes pour voilà, différents apprenants, hein. On a aussi ça sur l'espace virtuel. Et on va mettre fin à cette session parce qu'ici, il est 18 heures et il y a Sébastien qui enchaîne sur une autre présentation. Donc, on va le libérer. Mais de toute façon, bah, merci beaucoup à toutes et à tous. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit, vous recevrez votre certificat de participation, le PDF de la présentation et on en aura donc le replay de la rencontre qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous ai mis aussi sur le chat le lien vers le programme, hein, parcours pédagogique consacré à la pédagogie positive pour que vous ayez justement tout le détail des ateliers virtuels FLE à venir qui vont commencer le 21 mai. Et il y en aura un mai, en juin, un autre en septembre et un autre en octobre. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir des informations sur notre fonds en général, n'hésitez pas, et sur les collections par exemple qui ont été présentées par Sébastien, à nous contacter. Vous pouvez nous contacter à rencontrevirtuellefleu@emdel.fr. Bien sûr, nos collègues nous transmettront. Et sinon, vous avez l'email beaucoup plus simple qui est fleu@emdl.fr. Je vous le mets dans le chat aussi. Et voilà, donc merci beaucoup Sébastien. Merci Et beaucoup. merci à toutes et à tous en cette veille de jour férié pour certains. Donc merci d'avoir pris le temps d'être avec nous encore aujourd'hui. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci à Au toutes et revoir. à tous.